Ravi de vous retrouver dans Sport à la Une tous les lundis, 21h sur la TFM. Beaucoup de football ce soir au menu. Nous irons à Monastir pour vivre les temps forts de Tunisie-Sénégal et vous faire découvrir la ville natale du premier président de la Tunisie indépendante, Habib Ben Ali Bourguiba. Et puis ce soir, notre dossier se focalise sur le poste de gardien au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Bouna Koundoul dans la tanière depuis 2007. Sa prestation mercredi dernier a laissé un goût d'inachevé à beaucoup d'observateurs. N'est-il temps pas de penser et de responsabiliser la relève? À quand le retour des gardiens locaux au sein de l'équipe nationale? Nous en débattons ce soir avec nos deux invités, Gaspard Gomis, préparateur de gardiens, et Pape Lamindour, journaliste à Ouasport. Quel pays pour accueillir la prochaine CAN? Le Maroc installe le monde du football africain dans le doute après avoir émis des réserves pour abriter la prochaine phase finale. Football local également, nous en parlons avec l'AS Pékin de plein pied dans la préparation des futures compétitions africaines. Samedi dernier, les Pékinois ont reçu un soutien de taille. Youssou N'Dour en concert dans la banlieue. Un bon coup de pouce et de communication pour l'équipe championne en titre du Sénégal. Et puis au stade de Mbour, Salif Samb empile à la tête du club. Il a été réélu ce dimanche pour un mandat de 4 ans à l'issue de l'Assemblée générale du club mourois. Bienvenue à tous. Messieurs, bonsoir. Malal Junior, bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir à Cheikh Tidiane, bonsoir à tous ceux qui sont devant leur poste téléviseur. Et puis Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir Malal et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Et chers internautes, bonsoir. Désormais, vous connaissez la formule, vos réactions sur nos pages Facebook et Twitter. Sport à la Une /TFM et hashtag Sport à la Une. Dans quelques instants, nous rejoindrons sur ce plateau Papa Lamindour et bien sûr Papa Lamindour, pardon, et donc Gaspard Gomis, donc préparateur de gardiens. Mais tout de suite, nous retournons à Monastir, à 160 km de la capitale Tunis. Les Aigles de Carthage y recevaient jeudi dernier les Lions de la Teranga. Du foot, de l'histoire, du tourisme, immersion dans la ville de Habib Ben Ali Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante. C'est parti. Pas vraiment une ville passionnée de football et pourtant depuis quelques mois, le staff de Georges Lekens choisit le stade Moustapha Bin Janet pour abriter ses matchs, un stade de 15 000 places, réfectionné à l'aube de la CAN 2004 et dont la pelouse est l'une des meilleures du pays. L'endroit porte jusqu'ici bonheur aux Aigles de Carthage qui n'y ont jamais perdu un match officiel. On a fait un bon résultat au Sénégal. On a un match important mercredi. Il faut se préparer bien pour faire un bon match. Oui, on va changer le tactique, mais la dernière décision, c'est pour l'entraîneur. Le changement, il y a des changements, oui, c'est sûr. Chekaoui, je peux dire aux Sénégalais, Chekaoui ne joue pas parce qu'il est suspendu. Moi, j'apprends la tactique vis-à-vis de la qualité de mes joueurs. Tu adaptes ton tactique toujours aux qualités de tes joueurs. Mais je crois qu'on va tout faire pour arracher, pour gagner les 3 points ici chez nous. Et certainement, vous êtes bienvenus chez nous en espérant que vous partez 100 points et nous autres à 3 points. S'il vous plaît, merci. Arrivés lundi soir à l'aéroport de Monastir, les Lions, certainement frustrés par le nul vierge concédé 3 jours plus tôt à Léopold Sédar Senghor, foulent le jeudi soir la pelouse du stade Moustapha Bin Janet pour leur unique séance d'entraînement. Le discours des Lions est bien huilé depuis le nul concédé à l'aller. Les Aigles de Carthage n'ont pas joué à Léopold Sédar Senghor
Habité par des intentions peu sportives avec des fautes, peu de velléité offensive, mais à domicile, les Tunisiens vont devoir sortir et permettre aux Lions d'exploiter les espaces. Du moins, les Lions l'espèrent. On est là pour un but précis, rapporter les 3 points et Inch'Allah se qualifier le plus rapidement. Une très bonne équipe. Et bon, une très bonne équipe, il va falloir qu'ils jouent, que nous on les attend. Et on a envie de gagner ce match. Et on va prendre les 3 points. On va devoir faire avec et essayer de nous trouver les failles. On sait que ça va être compliqué parce qu'ils sont bien regroupés. À Dakar, ils nous ont donné le ballon et essayé de se regrouper et défendre leur camp le plus possible. Mais comme je l'ai dit, le fait qu'ils arrêtent le jeu à la 93e, personne n'était fatigué. Ils arrêtaient le jeu toutes les 2 minutes. Donc là, j'espère que ça ne va pas être le cas et que tout le monde va pouvoir jouer et qu'on va pouvoir faire la différence et les fatiguer le plus. C'était toujours retrouver le terrain, un petit peu retrouver du collectif, remettre un petit peu des bases sur le jeu, sur notre animation, des repères toujours. Voilà, c'est des rappels, en fait, c'est des rappels où on ne peut pas aller très loin, puisque évidemment on ne peut pas le faire en toute discrétion. Donc on reste en dedans de tout ce qu'on peut prévoir pour demain. Les supporters tunisiens sont bel et bien au rendez-vous. Le match se jouera à guichet fermé. 12 000 billets ont été commercialisés. C'est pas la Tunisie va gagner. On va gagner 3-0. 2-1 pour la Tunisie. 3-2 pour le Sénégal. Ah bon? Ah bon. Vous supportez qui? La Tunisie. Le score 1-0 pour la Tunisie. Ici à Monastir, 2-1 pour la Tunisie. Pas d'échappatoire pour le Sénégal. Pour le plaisir, Sénégal va gagner. 2-0. Sénégal va gagner. Sénégal va gagner. Grâce à l'aide financière de l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie et de la Fédération sénégalaise de football, les étudiants sénégalais ont quitté leurs principaux lieux de résidence, à savoir Tunis et Sousse, pour venir à Monastir donner de la voix et pousser les Lions de la Teranga à la victoire. Ils sont près de 200 à occuper la tribune nord du stade Moustapha Bin-Janet. Je pense que ça sera très difficile, mais nous avons expliqué que nous sommes pour gagner, nous sommes pour am défaite. Comme nous sommes à Dakar, nous sommes football, nous sommes focalisés sur le football, attaquer le match, après nous avons jël. Nous sommes encaissés sur ça. Bon, le match va être très difficile. Bon, on va espérer que les Tunisiens sortent pour qu'on essaie de jouer notre football. Et en plus, il faut craindre l'arbitrage, parce que l'arbitrage est très maison côté tunisien. Mais si on joue notre football, ça va aller, C'est un match de championnat. C'est la qualification du compte. Il ne faut pas qu'on s'emballe aussi, qu'on se croit plus fort. Donc, lieu est à la prudence. En première période, le match est plutôt équilibré. Un premier quart d'heure où les Tunisiens mettent la pression dans le camp sénégalais. Premier constat, les premières hésitations de Bouna Koundoul. Les Aigles jouent au ballon certes, mais les Sénégalais, avec un milieu de terrain recomposé, arrivent à obtenir des coups francs. Kouli Diop et ses coéquipiers bénéficient de bonnes opportunités. 41e minute, le coup de tête de Papi Djulobodji aurait pu faire mouche. Mais Matlouti Aymen, le gardien tunisien, sort la balle en corner. La Tunisie rentre dans les rangs et commence à céder du terrain. Durant les 45 premières minutes, chaque équipe aura eu ses temps forts. En deuxième période, le rapport de force penche désormais en faveur des Lions de la Teranga, qui enchaînent les occasions, mais manque de réalisme dans le geste final. Sadio Mané rate le coche à la 60e minute. Le joueur de Southampton perd son face-à-face devant Aymen. En pleine bourre, le Sénégal ne bénéficiera pas pour autant de 109. Dembaba entre seulement à la 79e minute. Damdoy perd successivement 2 ballons alors qu'il a remplacé Pape Kouli Diop, excellent dans cette rencontre. Alfred Ndiaye, qui a remplacé Mohamed Djamé, vivra en même temps que ses coéquipiers la cruelle désillusion du but encaissé à la 94e minute.
لا ضاعت كرة صبر خليفة على القائم الثاني والكرة ما زالت هي فرصة كبيرة للمنتخب التونسي. ناطر والتسديدة مش ممكن سعد جريه الهدف الأول الله يا الفرجاني. Après la rencontre, l'heure est à la joie, côté tunisien bien sûr. On a un résultat fantastique, 10 points. C'est quelque chose inespéré. On savait que ça serait très dur, c'était très dur. Et ici en haut, on était avec nous, je crois bien. Et encore une fois, monsieur le Sénégalais, les journalistes, mais aussi le public, merci pour l'accueil. Vous avez fait fantastique. Aussi là-bas, aussi ici, c'était un match correct. Et là, aussi une fois, le football a gagné, nous autres avons gagné, mais le football a gagné. Bien sûr, c'est mérité parce qu'on était plus concentré, plus agressif, plus intelligent. Voilà, on a joué 5 derrière sur le plan défensif et après sur le plan offensif, on était 3. Voilà, on était bien organisé, plus que Sénégal, avec tous mes respects. Côté sénégalais, coup de massue sur l'ensemble des acteurs. C'est une défaite amère, effectivement. C'est comme ça qu'on peut la qualifier en ce qui nous concerne. Parce qu'elle ne laisse fatalement que des regrets compte tenu du déroulement de la rencontre et ce que nous avons proposé et ce que nous avons fait. On monte en puissance, on est en confiance, c'est vrai, mais le football, il faut marquer des buts pour gagner des matchs et aujourd'hui on a fait 2 matchs consécutifs où on n'a pas marqué de but et c'est ça qu'il va falloir régler. Ils ont livré un vrai match d'homme, ils n'ont jamais cédé un plus de terrain à l'adversaire. Et ils ont montré aussi des qualités collectives, je pense qu'ils auraient mérité un meilleur sort, mais c'est le football. Aujourd'hui, on prend un but cruel. Je pense qu'on doit en retenir les leçons, en sachant qu'on va avancer dans la difficulté, des fois dans la souffrance, mais l'important ce sera de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Nos chances sont heureusement intactes. 5 points perdus en 2 matchs. La Tunisie aura joué un bien sale coup aux Sénégalais. Les Lions de la Teranga devront désormais retrousser les manches pour glaner un résultat positif au Caire et s'imposer lors du dernier match devant le Botswana. Voilà, merci à Hamza Diallo pour les belles images. On a joué pour le tout. Finalement, on n'a eu rien du tout. Alors, Pape Lamine, bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Fatou. Vous êtes journaliste à Wasport. Vous faisiez partie un peu de l'expédition tunisienne. On va faire un petit tour de table avec Malal et Cheikh Tidiane, un peu avec du recul. Bon, ça fait quoi, 5 jours qu'on a eu à jouer ce match et qu'on l'a perdu dans les circonstances qu'on sait. Maintenant, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous vous dites? Encore plus de regrets, Pape Lamine, des erreurs qu'il ne fallait pas commettre, un match de manque d'expérience ou un problème de coaching? Moi, je pense que le constat est amer comme tous les Sénégalais. Des regrets après ce match qu'on a quand même maîtrisé avec un bon contenu qui a été proposé lors de la deuxième période. Maintenant, les enseignements à tirer dans cette rencontre, c'est de voir ce laxisme en défense à la toute dernière seconde de ce match, parce que je ne peux pas comprendre qu'on encaisse ce but à la 93e minute sur une balle aérienne qui a traversé presque 5 défenseurs, en plus des 2 centraux, plus le gardien de but qui avait toute la latitude d'aller sortir pour aller même chercher la faute sur les attaquants adverses. Je pense que c'est un match à regret qu'il ne fallait pas perdre, mais malheureusement qu'on a perdu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tirer les enseignements. Les enseignements, c'est quoi? C'est de savoir qu'un match de football, ça dure 90 minutes. Avant le coup de sifflet final de l'arbitre, il ne faut jamais lâcher, il faut être au contact avec l'adversaire. Et je pense qu'Alain Giresse a bien compris cette leçon-là et il va essayer quand même de la maîtriser. Très bien. Alors, Malal, avec le recul, tu es encore plus en colère parce que c'est vrai que sur le coup, tout le monde était déçu. Ouais. On se disait, oui, on a raté le coche, on a bien joué. Bon. Avec un peu plus de recul, qu'est-ce que tu penses du résultat du Sénégal? Je me dis que les démons du passé ont refait surface parce qu'on avait pour habitude d'avoir peur à chaque fois qu'on était dans le dernier quart d'heure quand l'équipe du Sénégal jouait.
Et on a attaqué, on s'est entêté à vouloir gagner vaille que vaille les 3 points de la victoire face à une équipe tunisienne qui était derrière, qui a souffert à un moment donné, mais qui a retrouvé des couleurs, qui a retrouvé l'envie de gagner, surtout dans les 5 dernières minutes de jeu. Je pense que le Sénégal aurait pu, comme l'a fait la Tunisie à Dakar, à 10 minutes de la fin, se dire que c'était plus possible, reculer, protéger sa maison, obtenir le point du nul et garder la tête de la poule. Malheureusement, on ne l'a pas fait et le résultat est là. Alors, cher Tidiane, que peut-on dire après ces 3 points? En fait, c'est vrai que sur les 2 matchs, on a perdu 5 points. 5 points. Parce que sur le match aller, on a fait match nul. Donc, à domicile, on perd 2 points. Et donc, à Monastir, on a perdu 3 points. On se retrouve de place de leader à seconde place avec donc l'Égypte qui nous met la pression. Donc, finalement, oui, c'est 2 matchs cher payés quand même. Oui, quand on regarde. On se retrouve de la situation de presque qualifié à presque éliminé. Quand même. Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais Mampatou, 5 jours après, la pilule a toujours du mal à passer. Et cela, quand on voit les conséquences, ou bien cette finale qui nous attend, mais quand même, personne ne souhaite aller jouer une finale en Égypte, parce que ce match-là, ça va être une finale entre l'Égypte et entre le Sénégal et l'Égypte. Et si on perd ce match, je pense que là, il va falloir un miracle pour qu'on se qualifie et perdre. En Égypte, c'est envisageable, vu ce que les joueurs nous ont proposé durant ces 2 matchs, ce que l'on ne souhaite surtout pas. Et pour en revenir à ce match, moi je pense que c'est un match que le Sénégal devrait gagner entre la 60e et la 75e minute. Je pense que les temps forts du Sénégal, c'était en ce moment-là qu'il fallait tuer le match. Mais à 10 minutes de la fin, il y a eu ces 3 changements qui ont plombé l'équipe et on a pris ce but de dernière minute alors qu'on n'était pas dominé, qu'on n'était pas acculé et voilà le résultat. C'est vrai, un peu de laxisme. Donc je parlais de manque d'expérience, certains aussi ont évoqué un problème de coaching, en fait les changements tardifs et on n'a pas compris, on fait sortir un milieu qui est Pape Kouli pour faire entrer un attaquant qui est plus ou moins milieu offensif, on fait sortir Momo Diamé à la 85e pour faire entrer Alfred Ndiaye. En fait, sur le coaching aussi de Giresse, est-ce qu'il n'a pas été un peu long à la détente? Oui, Giresse, il est souvent reproché à Giresse de faire ces changements tardifs-là parce que Giresse, il ne fait pas de changement tant qu'il n'a pas atteint la 75e minute, ce qui pose problème. Avec Papis Cissé, moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi le fait qu'il a laissé Papis Cissé dans le terrain, étant donné que après juste la reprise de la deuxième période, on a vu un Papis Cissé amorphe dans le terrain, sans pressing. L'effort qu'il faisait en premier mi-temps, c'est-à-dire presser la défense tunisienne à ne pas relancer aussi vite pour permettre au bloc du milieu sénégalais de se mettre en place, je ne l'ai pas vu à la reprise. Papis était beaucoup plus effacé. Moi, j'aurais compris qu'il lance Dembaba. Et en plus, pour Papis, ça peut se comprendre puisque c'était la première, je pense, ou la deuxième fois qu'il jouait 90 minutes, qu'il démarrait le match. Absolument. Et tout le monde sait qu'il est resté pratiquement 6 mois sans jouer. Sans jouer, donc son changement s'imposait parce que Papis était carrément, excuse-moi du terme, était carrément inutile dans l'équipe du Sénégal. Mais ce qui me pose problème, Mamfatou, dans ça, c'est la Tunisie n'était pas dangereuse. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. La Tunisie n'était pas dangereuse du tout. À part les 2 têtes qui ont été répertoriées durant le premier quart d'heure, que Bouno Koundoul, il faut le saluer, a sorti les arrêts qu'il fallait, la Tunisie n'était pas du tout dangereuse. Moi, j'aurais compris qu'Alain Giresse, s'il voulait maintenir Papis Cissé, l'associer à Dembaba et sortir un milieu récupérateur. Ça pouvait se faire parce que nos milieux de terrain n'avaient pas assez de travail dans les duels, dans les combats pour qu'on les maintienne dans le terrain. J'aurais compris qu'il sorte un milieu de terrain et renforcer son attaque. Là, on aurait dû jouer avec Papis, avec Dembaba pour essayer de tenter de marquer. En un moment donné, il y avait de la place pour gagner le match. Et là, on ne l'a pas fait. Oui, Malal. Et c'est bien dommage. Je crois qu'il va falloir qu'on parle un peu aux gens qui sont chargés de mettre en place cette équipe nationale du Sénégal, que l'on mette en place des schémas, que l'on discute avec les entraîneurs pour qu'ils puissent dégainer un peu plus vite par rapport à certaines choses. Si on veut gagner, on met les moyens pour gagner. On a un attaquant pendant 70 minutes, ça ne marche pas. On veut gagner, on en met un deuxième.
Mais on ne peut pas vouloir gagner avec un attaquant qui revient de blessure, qui n'y arrive pas, qui est à court de forme physique. On l'enlève à la 75e, 80e minute pour en mettre quelqu'un qui vient du banc. Il va falloir 5 à 10 minutes pour se positionner, prendre ses repères et tout. C'était compliqué. Et je pense que durant ces 2 matchs-là, c'est le même constat qu'on peut faire. À chaque fois, notre attaquant de pointe était esselé, était bien pris par au moins 3 défenseurs tunisiens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on parle de problèmes de coaching, les remplacements tardifs, mais par rapport quand même au 11 de départ, on a eu des satisfactions. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on ne peut pas reprocher aux joueurs un certain laxisme? À un moment donné, vous avez entendu Abdenour, ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, les Sénégalais n'étaient pas très concentrés et qu'eux, ils l'ont senti sur le terrain. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un air de supériorité? Les Sénégalais se sont sentis tellement forts qu'ils se sont dit non, rien ne peut nous arriver sur ce match. Ouais, je pense que c'est le prototype des Sénégalais. On est trop suffisant. Même dans la vie sociale, c'est comme ça. Pour nous, on est plus beau, on est les plus intelligents, on est les plus forts techniquement. Alors que dans le sport du haut niveau, il y a d'autres choses qui vont avec, c'est-à-dire la détermination, la personnalité. Je pense que cette équipe-là manque de personnalité parce qu'on a ces joueurs qu'il faut pour aller titiller le haut niveau. Regardez en Afrique, les sélections africaines, je peux vous dire, Mamfatou, c'est seulement le Sénégal qui peut aligner 3 équipes différentes à tous les postes. On a 658 joueurs professionnels éparpillés dans les championnats européens. Donc, ça montre le potentiel dont regorge le Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une équipe? C'est de les inculquer un mental de gagne comme ce fut en 2002, savoir tuer les matchs au temps opportun. Mais également, il faut savoir que cette équipe-là, si on s'amuse à sortir les calculettes, à faire, comment dirais-je, le nombre de sélections qui composent les 23 derniers GIRES, on n'aura pas 150 sélections pour les 23 qui sont convoqués. Donc c'est une équipe qui est encore jeune, et qui manque d'expérience. Mais au fur et à mesure, je pense qu'ils vont gagner en expérience. Mais une chose est positive dans les sorties de l'équipe nationale, c'est-à-dire au moins on a constaté une variation dans le jeu du Sénégal. Vous voyez, lors des 2 premiers matchs qu'on a eu contre le Botswana et contre l'Égypte, on a marqué sur des balles en profondeur. Sur les 4 buts, les 3 sont arrivés dans le jeu en profondeur. Contre la Tunisie, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'avec 5 défenseurs et 3 centraux, dont 2 pivots, ça a été un peu difficile de passer dans l'axe. Il fallait chercher à le contourner sur les côtés. On a essayé au moins de varier le jeu en passant sur les côtés. Ça n'a pas marché. Mais je pense que c'est déjà un aspect positif. Très bien. Alors justement, donc les possibilités sont larges. On l'a vu, malgré les absences, on a eu quand même une bonne deuxième période, ça il faut le reconnaître. Et il y a eu un joueur également dont on parlait depuis lors de sa titularisation, que c'est un joueur qui savait manier le ballon, qui était un bon technicien. Et il a prouvé par les faits sur le terrain qu'effectivement il méritait sa place au sein de cette équipe nationale. Pour ne pas personnaliser le débat, mais il faut le dire quand même, il a été au-dessus du lot par rapport au coup franc, par rapport donc à son apport dans le jeu offensif, c'est Pape Kouli Diop. Ouais, mais Mamfatou, vous savez, souvent des gens disent, nous reprochent nous que vous êtes des journalistes, vous n'êtes pas des techniciens, mais sur ce coup-là, les journalistes, la population et le joueur lui-même a eu raison d'Alain Giresse, comment il s'appelle, Pape Kouli Diop. Tout le monde disait que ce joueur avait sa place au sein de cet entrejeu de l'équipe nationale du Sénégal. Il avait prouvé lors de ce match Sénégal-Angola à Conakry, où il était pratiquement le meilleur joueur sénégalais. Et il avait, je pense, c'est lui qui avait tiré le coup franc. Bien sûr, qui avait marqué Moussa Sow. Et là, dans ce match-là, il a illuminé le jeu du Sénégal contre la Tunisie. Contre le Burkina, il a marché sur coup franc direct, ce qui n'était pas arrivé au Sénégal. Il y a belle lurette quand même. Et puis, Pape Kouli Diop, c'est un professionnel rompu qui a joué dans le championnat espagnol au moins pendant 5 ans. Et tout le monde sait que l'Espagne, c'est un championnat ultra technique. Quand un milieu de terrain arrive à s'imposer dans ce championnat, ça veut dire qu'il est bon. Ça veut dire qu'il est bon et que c'est la lumière dans l'obscurité en fait. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il a tiré Momo Diamé vers le haut? Parce que quand même sur ce match retour, même Momo Diamé a été quand même d'un niveau meilleur par rapport au schéma qu'il a produit lors du match aller. Est-ce que c'est en fait le jeu de Pape Kouli qui a permis aussi à Momo de se libérer et de jouer un peu mieux, Pape Lamine? Oui, parce que, en fait, on était en supériorité numérique au milieu de terrain parce que les Tunisiens, ils avaient concentré leur force sur la dernière ligne, c'est-à-dire la défense en se renforçant. Donc, du coup, il y avait que Regad, le crâne rasé qui était seul au milieu de terrain. Donc, il était
facile de l'éliminer ou bien de l'étouffer. Avec le volume de jeu de Gana Gueye qui allait très souvent au pressing, ça libérait forcément des espaces pour que Momo Diamé soit beaucoup plus expressif dans son déplacement box-to-box. Box. Très bien. Merci Pape Lamine. Alors on va continuer le débat. Alors aujourd'hui on va parler d'un cas particulier, Malal, c'est-à-dire le gardien de but Bouna Koundoul. On focus sur Bouna Koundoul et justement la forme des gardiens au Sénégal de manière générale. Oui, la forme des gardiens de manière générale. Bouna Koundoul qui donc fait l'objet de ce focus. Beaucoup parlent de ce joueur, de sa façon de relancer à la main comme au pied, mais également de ses erreurs, mais également de ses bonnes sorties. Bouna Koundoul qui est donc fautif ou pas à l'occasion de cette rencontre contre la Tunisie sur ce but. Donc on dit qu'il n'avait pas les réflexes qu'il fallait pour sortir cette balle. Qu'est-ce qu'on peut retenir du jeu de Bouna Koundoul? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Diafra Sakho a travaillé, Diafra Ba a travaillé avec Mamoudou Ndiaye sur la question. Le nom de Bouna Koundoul reste de plus en plus contesté. S'il a gardé ses cases inviolées lors des 3 matchs de Lyon, le gardien de l'équipe nationale s'est montré fébrile lors du match face à la Tunisie, avec un but encaissé dans les arrêts de jeu. Faute de concurrence, Bouna Koundoul reste le gardien titulaire de l'équipe nationale. On a le seul gardien qu'on a au Sénégal en ce moment. Bon, parce que les autres, on ne les connaît pas, parce que moi, les autres... Moi, je connais seulement lui qui joue. Et les autres, on parle qu'il y a Lys qui joue en Italie, il y a un autre qui est en France, mais ce ne sont pas des gardiens qui sont très connus par le public sénégalais. Derrière, il n'y a personne. Selon l'ancien gardien international, Bouna Koundoul a encore quelques faiblesses à gommer dans son jeu. Je pense que Koundoul, il a un problème sur les centres. Le premier problème de Koundoul, je pense que sur les ballons traversales. Ouais, ça commence là. Je pense que son problème, c'est ça. Et l'autre problème, je pense que c'est, et tout le monde le dit, bon, il a un problème de jeu avec les pieds. Bon, ça, c'est les 2 problèmes que j'ai vus, que ça, c'est les principaux problèmes de Koundoul. Le portier Bouna Koundoul, formé aux États-Unis d'Amérique, évolue actuellement dans le championnat chypriote. A été promu capitaine lors des 2 premières rencontres des Lions en éliminatoire de la CAN 2015. Même si Alain Giresse attend de lui qu'il soit plus décisif. Voilà, donc le parcours de Bouna Koundoul, on le sait, hein, il a fait la CAN 2008. À l'époque, il jouait déjà dans le MLS, donc le championnat américain. 6 ans plus tard, il évolue actuellement dans le championnat chypriote, dont le niveau est certainement moins relevé que celui des championnats européens majeurs. Alors, Gaspard Gomis est en ligne, il est préparateur de gardiens et donc il travaille à Génération Foot. Il a également eu à donc entraîner l'équipe nationale olympique. Gaspard, bonsoir. Voilà, nous allons le retrouver dans quelques instants. En tout cas, bon, sur le plateau, j'ai déjà Pape Lamine par rapport à donc ces failles mises à nu lors de ces matchs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Bouna Koundoul jusqu'ici a été protégé par sa défense, parce que quand même, quoi qu'on dise, la défense a été impériale durant les 3 premiers matchs de cette CAN 2015, de ces éliminatoires? Protéger, oui, parce que c'est vrai que c'est le rôle de protéger le gardien, même si souvent dans le jargon on dit que le gardien est le 5e défenseur d'une équipe. Mais je pense que Bouna Koundoul, vu son expérience et son vécu dans la tanière, ce n'est pas encore le énième qu'on voit au Nigeria ou bien le Buffon qu'on voit en Italie. Donc forcément, Bouna Koundoul, des fois il te sort des arrêts d'un gardien digne de son nom, mais Bouna n'est pas un modèle de sécurité quand même. Parce que vu son jeu de pied, souvent ça laisse à désirer. Mais derrière Bouna Koundoul, Mamfatou, il n'y a personne. C'est le désert. C'est ça qui est dramatique. C'est ça le problème du football sénégalais. Excusez-moi de vous couper. Donc Gaspard est en ligne parce qu'il faut quand même l'avis toujours intéressant d'un expert. Donc Gaspard aussi qui est un préparateur de gardiens. Alors Gaspard, bonsoir. Nous aurions aimé être avec vous sur ce plateau. Malheureusement, pour des problèmes de timing, vous n'avez pu nous rejoindre ici aux Almadies. Ce n'est que partie remise, mais aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons parler, en fait, nous parlons d'un dossier assez spécifique qui vous concerne, puisque vous êtes également préparateur de gardiens. C'est le cas de Bouna Koundoul. Alors, comme vient de le dire Papa Lamine, aujourd'hui, Bouna, il fait des prestations qui, bon, varient selon les matchs, parfois très bonnes, parfois aussi moyennes. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous connaissez, votre expérience,
qu'est-ce que vous pouvez nous dire du gardien qu'est Bouna Koundoul, de ses qualités mais également de ses faiblesses? Pour le moment, oui, pourtant Bouna, il fait de bons matchs. Hein. Malheureusement, l'autre jour, Allô? Oui, je vous entends, je vous écoute. Allez-y. Sur cette sortie-là, il est allé à la tête, malheureusement, mais à part ça, il a fait de bons matchs. Hein. Peut-être ce qu'il faut améliorer, c'est son jeu de pied. C'est seulement ce que j'ai vu en lui hein, pour le moment. Très bien. Alors, moi, est-ce que on peut penser que un gardien qui a juste 32 ans, qui est tout jeune, qui évoluait à l'époque donc dans le championnat américain, qui aujourd'hui évolue dans le championnat chypriote et dans un environnement propice à la progression, parce que le championnat chypriote, je pense qu'aucun d'entre nous ne puisse le voir ici sur ce plateau et vous certainement non plus. Non, oui, c'est pas bien négatisé son championnat, c'est vraiment dommage pour lui. Mais on ne voit pas ces matchs, on ne le voit qu'en équipe nationale. Très bien. Mais Gaspard, à 32 ans, est-ce que vous pensez qu'on peut corriger un peu, par exemple, les défauts qu'on a notés dans le jeu de pied de Bouna Koundoul, au niveau de la relance surtout? Pour le rectifier, bien sûr, on peut le rectifier. On peut travailler, il faut le travailler. Il faut qu'il le travaille en club d'abord, mais ce n'est pas en équipe nationale qu'il faut faire ça. Très bien. Donc, mais là, pour un gardien de but, là, je n'ai pas un problème. Je pense qu'on peut se bonifier avec le temps. Pour un gardien de but. Mais cette lacune-là, on peut le bonifier. C'est pas tellement méchant, cette lacune. Si c'était peut-être les déplacements, les prises, peut-être sur ça, mais pour le jeu de pied, pour un gardien de but, c'est pas diable pour le travail. Très bien. Merci Gaspard, vous restez en ligne avec nous parce que justement, Pape Lamine le disait tout à l'heure, derrière en fait, il y a un désert et ça c'est problématique en vue des prochaines échéances qui arrivent. Oui, c'est le mal qui poursuit le football sénégalais depuis 2002 parce que si on se rappelle, Tony Silva elle est à la CAN 2002 et en Coupe du Monde avec 0 match hein, parce qu'il était la doublure de Flavio Roma à Monaco. Après, au sortir de ces deux compétitions-là, il a pu décrocher un contrat à Lille pour faire la carrière qu'on connaît maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donner la chance à ces gardiens locaux-là de les intégrer un tout petit peu dans la tanière? Je pense que ça sera une bonne chose parce qu'au moins on a des gardiens locaux qui jouent dans un championnat qui est notre élite. Et qui joue régulier aussi. Et régulier, et 26 matchs, 30 matchs dans les gants, c'est déjà quelque chose. Parce qu'un gardien de but a besoin de jouer pour parfaire ses réflexes. Parce qu'il faut parfaire les réflexes. Et vous ne pouvez pas le faire en tant que gardien si vous n'êtes pas dans le terrain. C'est impossible. Je ne peux pas comprendre. C'est vrai, on me dira que Pape Abdou Camara est l'avenir, mais depuis 3 ans, il est à Sochaux. Il n'a joué qu'un seul match, 65 minutes en Ligue 1 avec Sochaux. Il est rentré en cours de match. On nous parle de Lys Gomis qui lui serait titulaire. Lys était à Torino. Série B italienne, deuxième division. Il a été prêté. En première division. Il était à Torino, mais en ce moment, il joue en Série B. Il a été prêté. Mais comme vous dites, derrière, c'est le désert. Mais là, je pense que même Alain Giresse, qui était ici sur ce plateau avec nous, l'a confirmé. Mais quand même, c'est à relativiser. Est-ce que c'est le désert réellement? Parce qu'un gars comme Lys Gomis, si tu ne l'essayes pas, quand même, tu ne sauras jamais s'il est bon ou pas bon. Un gars comme, comment il s'appelle encore, le gardien de Djambar, Ousmane Mané, personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi on l'a écarté comme ça de l'équipe nationale, alors que son dernier match, bien l'avant-dernier match, c'était contre la Côte d'Ivoire à Abidjan, mais ce jour-là, le Sénégal avait pris 4 buts, mais quand même... Combien d'arrêts décisifs il avait réalisé ce jour-là? Et puis c'est un jeune gardien, mais il faut pas l'écarter comme ça de l'équipe nationale quand même. Et puis moi, je me pose la question de savoir pourquoi au Sénégal, la direction technique ne fait pas des camps de préparation, de renforcement de capacité pour des postes spécifiques, comme un gardien de but. Là, on est en trêve, on pourrait peut-être récupérer 10, 15 gardiens pendant une semaine à Djambar, tout frais payé par la fédération, pour essayer de booster un peu. Voilà, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que la direction technique a son mot à dire dans le travail que fait Alain Giresse? Ne serait-ce que pour aider les jeunes à grandir. à être conscient de certaines choses. Je pense que non, oui, mais quelque part, il y a aussi des structures, il y a des clubs.
Je veux dire, on a un championnat que le sélectionneur national, tout autant qu'il observe les joueurs Ouais, il vient au professionnels stade. en Europe, il vient au stade, il regarde les matchs, donc il sait comment ça se passe, qui sont les potentiels. Et d'ailleurs, ces gardiens locaux, on en parle, cher Tidiane, puisqu'on a fait un reportage là-dessus. Oui, donc dans le contexte actuel des gardiens locaux, donc attendent toujours Alain Giresse, ils attendent toujours qu'Alain Giresse leur donne leur chance. En effet, depuis la venue du technicien français, seul Ousmane Mané a été convoqué en équipe nationale sans pour autant être titularisé. Et pourtant, des bons gardiens, il en existe dans ce championnat. C'est un sujet réalisé par Diafar Abba et Abdoulaziz Khan. Entre Giresse et les gardiens de but locaux, ce n'est pas encore la parfaite alchimie. Les derniers remparts du championnat local attendent toujours un signe du sélectionneur national. Ce dernier a eu à convoquer Ousmane Mané lors de ses premières sorties avec le Sénégal sans jamais l'utiliser. Depuis, le portier de Djambar a disparu de la sélection. De le voir les laisser comme ça en rade, moi, ça me... Je suis pas d'accord avec lui. Je me dis que il est vrai que pour le haut niveau, les méthodes d'entraînement ne sont pas les mêmes par rapport aux locaux et ceux qui jouent à l'étranger. Mais quand même, un poste de gardien de but, ça exige de l'expérience d'abord. Mais il y a aussi l'aspect compétitivité. Parce que quand un gardien ne s'entraîne pas, il perd forcément certains réflexes. Et aujourd'hui, le paradoxe pour l'équipe du Sénégal est qu'on voit qu'il n'y a que Bouna Koundoul qui évolue dans son club, qui joue. Or, les remplaçants, ils ne jouent pas. C'est pas normal parce qu'il y a des grands gardiens ici dans le championnat. Gardiens yu baax ñoo fi nekk man chaque fois damay demander lan moo tax sax au moins du ñu au moins jël boo jëlul kenn wala nga jël ñaar au moins intégrer fi dem di am expérience nank parce que boo lu jël tôt ou tard mën nga ñëw benn match gardien numéro 1 mën na blessé numéro 2 blessé numéro 3 bi nga jëlee indi leen dañu am expérience jouer au niveau. Pourtant, les observateurs qui suivent le championnat local sont unanimes. La Ligue 1 regorge de gardiens de talent capables d'intégrer la tanière. Le plus en vue, Cheikh Bamba Thioub, performant et régulier depuis maintenant 5 saisons à Niary Tally, puis au Jaraaf. Mais moi aujourd'hui, le seul gardien que je vois et qui est régulier dans son club, c'est le gardien de but du Jaraaf de Dakar qui, je pense franchement, qu'il mérite d'être appelé au moins une seule fois, ce qui va lui permettre de gagner en expérience. Parce que quand on voit nos gardiens de but, ils n'ont pas tout le temps la chance d'avoir des tests à l'extérieur. Souvent, les recruteurs, quand ils viennent, ils ciblent des joueurs de champ. Donc c'est une occasion pour un entraîneur de les mettre dans le groupe. Sept gardiens yoo xam ne man ciblé naa leen ñoo xam ne ñu ngi si championnat bi man wóor na ma ne man mën nañ góolu aussi équipe A. yàgg naa wax depuis daaw maa ngi wax ne Thioub war nañ ko mën a au moins di ko sélectionner équipe nationale même comme troisième gardien de but pour jàngal lu bëri. am na prise de balle li ñuy laaj ci góol lu bëri parce que góol 1 il faut nga am prise de balle mooy numéro 1 2 il faut nga mën football góol bu mënul football mënoo góol loolu moom c'est automatique parce que góol moom dañuy laaj il faut nga mën football am na lecture de jeu góol da ngay am lecture de jeu jàngat bal bi war na mën a arrivé fii war na mën a technique de gardien bi am na ko. Seulement, les gardiens locaux ont eu leur carte à jouer avant la venue de Giresse. Khadim Ndiaye était titulaire lors des qualifications à la CAN 2012 avant de perdre sa place au profit de Bouna Koundoul lors de la compétition. Idem pour Ousmane Mané qui, après les Jeux Olympiques, a gardé les cages de la sélection lors des qualifications à la Coupe du Monde avant lui aussi de se faire attraper par l'actuel titulaire de la tanière. Cela ne justifie rien. Hein. Un gardien de but, même s'il évolue au plus haut niveau en Europe, bon, s'il n'est pas bon à un certain moment, il cède la place à d'autres. Aujourd'hui, le fait qu'un gardien du championnat local perde sa place en équipe nationale ne veut pas dire forcément que les autres vont marcher sur ses pas. Aujourd'hui, le poste de gardien de but demeure un chantier en équipe nationale, comme un orchestre à la recherche de parfaits musiciens pour jouer la bonne symphonie. Derrière un Koundoul loin d'être indiscutable, c'est le désert avec 2 remplaçants en division inférieure européenne. Les gardiens locaux ne demandent qu'à être invités au bal pour jouer leur partition et faire jouer la concurrence en toute harmonie. Voilà, parmi les réactions sur Internet, beaucoup ne sont pas d'accord avec toi, cher Tidiane Diaw, et d'ailleurs par la même occasion Abdoulaziz Khan, en disant que ce n'est pas le désert, c'est que juste il faut qu'on cherche des gardiens qui sont soit ici au Sénégal, soit qu'on essaie aussi les gardiens, les gardiens qu'on appelle. Donc on va avoir aussi l'avis de Gaspard qui va nous dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a un potentiel de gardiens capables donc, de rentrer dans la sélection nationale et de jouer les premiers rôles? Allô? Est-ce qu'il est toujours là? Gaspard, allô? Bon, Gaspard apparemment est parti, donc c'est pas grave. Alors, est-ce que justement,
aujourd'hui quelqu'un comme Khadim Choub, quelqu'un comme Ousmane Mané, et puis n'oubliez Khadim Ndiaye. Oui, c'est non, pas Khadim Ndiaye. Issa Ndiaye. Issa Ndiaye, moi je vois de très bons gardiens dans le championnat qui souvent permettent à leurs équipes de faire des résultats, et c'est de manière continue qu'ils le font. C'est pas sur un match ou deux, c'est sur toute une saison. Ils portent leur équipe. Tu te dis même que telle équipe joue, on verra un gardien qui va briller de toute sa classe. Donc je pense qu'il va falloir les amener en équipe nationale, d'abord pour qu'ils s'imprègnent un peu de ce que c'est véritablement le haut niveau, pour qu'ils s'acclimatent un peu de ce climat-là, de cette atmosphère-là de l'équipe nationale du Sénégal. Et en cas de besoin, pourquoi pas les mettre dans le bain, les responsabiliser. C'est des Sénégalais bon teint qui ont l'amour du pays, ils vont se défendre. Très bien. Alors, Gaspard est revenu en ligne. Alors, Gaspard, la question est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a de bons gardiens capables d'intégrer la tanière? Pape Lamine, la question est pour vous. Oui, moi, je pense que le préparateur des gardiens, Sidat Sarr, non seulement il est ancien gardien de but, en plus, il est coach d'un club sénégalais. Donc, il a rencontré tous les gardiens de but du championnat local. Il sait maintenant qu'ils ont ces qualités-là d'intégrer la tanière. À ma connaissance, je ne pense pas que Sidat Sarr ait supervisé les Pape Demba Kamara ou bien les Lys Gomis. Mais il a une certaine base de données avec les gardiens locaux qui sont là pour pouvoir dire à Alain Giresse, écoutez, il faut donner la chance à Malol ou bien à Cheikh Tidiane parce qu'il a des qualités qui peuvent donner des satisfactions à l'équipe nationale. Parce que je pense que, comme l'a dit Malol, il y a de très bons gardiens qui sont là, qui sont dans ce championnat. La preuve, quand Amara Traoré était là, il avait responsabilisé un gardien local qui a commencé les éliminatoires. Khadim Ndiaye, mais très contesté aussi, talentueux, mais un peu tête en l'air. Un peu tête en l'air, voilà. Oui. C'est ça. Ousmane Mané également, il était responsabilisé. Aussi, là aussi, Ousmane Mané, il n'a pas fait l'unanimité, quoi qu'on dise. On disait que oui, par rapport à sa taille, que c'était prématuré. D'ailleurs, la preuve, c'est prématuré. Là, il a disparu carrément de la surface. Souvent, la taille d'un gardien, souvent, on en parle, mais bon, Barthez, il n'était pas très grand. Michael Landreau non plus, n'était pas très grand. Non, mais attendez. Campos, du Mexique. Et l'actuel gardien du Mexique, celui qui a fait feu et flamme à Ochoa également. Mais Ousmane Mané, c'est lui qui a gardé les buts du Sénégal contre l'Uruguay de Suarez et Cavani. Ces deux attaquants ont joué ce jour-là et il a réalisé l'un de ses meilleurs matchs lors de ce match des Jeux Olympiques. Bon, je pense qu'un gardien peut passer à côté d'un match. Par exemple, ce match où on a perdu si un gardien passe à côté, donc a priori, il ne faut pas le griller. Faut qu'on garde alors Bouna Koundoul. Il ne faut pas le griller. Et en plus, non, Bouna Koundoul, le problème avec on ne demande pas de griller Bouna Koundoul. Non. On demande à ce que l'on essaie de gommer ses erreurs, de corriger un peu là où il a des problèmes afin qu'il soit performant. À la relance au pied, à la main. Parce qu'un gardien aussi, vous voyez des fois en Europe, un gardien qui récupère une balle et sur une relance, il fait une passe décisive. Nous, on n'a pas ça au Sénégal. Et surtout que Mané, lui, il est très bon des pieds. C'est pas pour lui jeter des fleurs, mais quand même, je pense que ce gardien-là, on l'a grillé trop vite à cause d'un match. Oui, mais peut-être qu'il est arrivé trop vite aussi. Peut-être qu'il est arrivé trop vite. C'est souvent ça aussi. Voilà, il faut pouvoir faire la mesure des choses. Parfois, les joueurs veulent intégrer très vite la sélection, mais on sait qu'au Sénégal, les gens sont exigeants et ne pardonnent rien. Ousmane Mané, au bout des 2 matchs, on a dit oui, c'était pas un bon gardien. On a commencé à le critiquer. De toute façon, aujourd'hui, Giresse, il peut faire valoir l'argument que le championnat local est en stand-by. Et ils ne sont pas aidés. Bon, les gardiens du championnat national aussi, il faut le souligner, ils ne sont pas aidés par les attaquants ici. Parce que souvent, tu regardes un match de Ligue 1 sénégalaise, tu as du mal à voir une frappe cadrée pendant 90 minutes. Et là, ça ne joue pas pour un gardien de but. Très bien. Alors, Pape Lamine, donc aujourd'hui, de toute façon, la question ne se pose pas puisque les gardiens locaux ne jouent pas. Oui, la question ne se pose pas parce qu'on est en fin de championnat, mais j'ai entendu tout à l'heure Malal parler d'un camp d'entraînement des gardiens. Pourquoi pas? C'est une bonne idée étant donné qu'ils sont tous au Sénégal. On va pas chercher un billet d'avion pour les faire venir. Ou bien, je sais pas, pour des frais hôteliers, il y a le centre Jules-François Bocandé qui est là. Ça peut servir de lieu de regroupement et essayer d'organiser des stages internes pour que au moins ces gardiens-là s'améliorent un tout petit peu. Parce que la différence entre les gardiens, c'est qu'il y a des gens
il y a des gardiens qui sont très bons sur leur ligne. Il y a des gardiens qui sont bons dans le domaine aérien. Maintenant, comment compenser et allier ces deux techniques? Il n'y a que les camps d'entraînement avec des formateurs qui sont là, qui peuvent leur je pense même à Omar Diallo, Omar était à Sali, ouais. vous avez soufflé la même chose. Omar Diallo, Tony Silva, Khadim Faye, ils sont nombreux qui ont une bonne expérience et qui peuvent aider les jeunes à grandir. Très bien. Alors moi j'ai deux interrogations. La première, c'est qu'aujourd'hui on a un titulaire qui s'appelle Bouna Koundoul, mais derrière on ne sait pas ce que valent les remplaçants, que ce soit Lys Gomis et Pape Demba Camara. Et a priori sur le long terme, enfin les échéances sont tellement rapprochées qu'a priori, on ne pourra pas les tester. Parce que bon, on a 3 autres matchs très importants, 2 autres matchs, et on espère bien sûr se qualifier pour la CAN 2015. Du coup, la relève au niveau du gardien, c'est un chantier pour après la CAN 2015 ? Certainement, parce que là, je ne vois pas ces deux jeunes, je ne sais pas, prendre la place de Bouna Koundoul. Je pense que Bouna Koundoul, quand tu les vois à l'entraînement, tu sens nettement que c'est le grand frère, c'est le patron, il les guide. Mais là, je pense que pour la relève, ce sera certainement après la CAN, si jamais le Sénégal se qualifie. Très bien. Alors, un chantier après la CAN ? Oui, après la CAN, Lys Gomis, il n'est pas jeune. Hein. Je me souviens, Lys Gomis a été convoqué pour la première fois en 2009 avec Amsatou Fall quand il était intérimaire. Donc, Lys, ça fait 5 ans qu'il revient en sélection. C'est-à-dire qu'il avait disparu et pour réapparaître après. Donc, jeune. Ouais, donc, Lys a effectué des va-et-vient dans la tanière. Peut-être pour Pape Demba Camara, l'avenir nous dira, mais il faut qu'il joue. Il faut que le joueur change de club. Même si descendre en national, essayer de glaner du temps de jeu et de parfaire ses réflexes, je pense que ça sera une bonne chose. Mais aussi, Tony Silva, lorsqu'il prenait la place d'Omar Diallo en équipe nationale, il ne jouait pas en club. Et pourtant, en équipe nationale, même si ses débuts étaient extrêmement difficiles avec ce match à Conakry, ou je ne sais pas, c'était contre la Guinée, il était fautif sur le but, mais après, quand même, il nous a valu d'énormes satisfactions. Très bien. Il s'est bonifié, il faut donner la chance aux jeunes de se bonifier, de grandir. Il faut toujours tendre la perche. Toujours. Ne pas en équipe nationale, on n'a pas le temps. Oui, si. Vous savez, on n'a pas le temps de tendre la perche en équipe nationale. Vous savez, quand on convoque un joueur, c'est pas parce qu'il est titulaire pour qu'on le convoque. Mais on sait qu'il a du talent. On sait qu'il a une expérience, qu'il a un potentiel qui somnole en lui. Il faut un gardien de but, on est responsable. Aujourd'hui, ce n'est pas toi, Lamine, qui sera titulaire, c'est Cheikh Tidiane. Pour la première fois, on te met dans les buts, fais-nous honneur. Et c'est à lui maintenant de faire appel à son talent, à son potentiel, pour défendre son but, aidé par ses défenseurs. Et surtout que les clubs européens ne sont pas friands de gardiens africains. Très bien. Alors, très rapidement, un dernier point sur la polémique qui a fait jour depuis hier entre, au niveau de la presse française et qui a été répercutée bien sûr au niveau de la presse locale. C'est par rapport au cas Diafra Sakho qui n'a pas hésité à faire une interview avec l'équipe qui a donc demandé, qui a parlé de sa non-convocation en équipe nationale, qui dit que Alain Giresse manque de courage. Alors messieurs, certainement vous avez eu vent de ce qui s'est dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Diafra n'est pas en train de se griller un peu trop vite? Est-ce qu'il ne doit pas être un peu plus patient et attendre son heure? Je pense qu'il a parlé aussi vite que la musique. Il y a du point de vue expérience, comme Alain Giresse l'a défendu, il est loin derrière les attaquants qui sont là, qui ont quand même un vécu et qui ont fait des performances. Il ne faut pas l'oublier, en Europe, Moussa Sow a été meilleur buteur du championnat français, Ligue 1. Dembaba, il a porté le maillot de Chelsea. Il n'est pas donné à n'importe qui. C'était le deuxième joueur sénégalais qui a signé dans un grand club européen, après El Hadji Diouf et Salif Diao. Idem pour Papis Demba Cissé. Donc je pense qu'il est en pleine bourre, il est en pleine réussite avec West Ham. Il doit être patient et attendre son heure et prouver qu'il mérite d'être en équipe nationale comme il l'avait fait contre le Kosovo. Alors cher, quel est ton point de vue là-dessus? Bon, quand même, je me demande si c'est les mots exacts qu'il a utilisés. Oui, Alain Giresse manque de courage. En tout cas, ce genre de déclaration, même si moi je trouve qu'il avait largement sa place dans cette liste du Sénégal, mais quand même ce genre de déclaration, avec ce genre de déclaration, il se met beaucoup plus de pression s'il vient en équipe nationale. Et puis, je pense que c'est un peu manquer de respect à ces talents qui sont là-bas et qui ont confirmé
confirmé au haut niveau avant lui. Lui, il vient de commencer. Actuellement, il est en pleine bourre, mais il va falloir qu'il confirme, puisque la sélection... Il vient de commencer, il a terminé presque meilleur buteur de FC Metz. C'est en deuxième division. Oui, mais bon, il y a beaucoup de Sénégalais qui l'ont fait quand même. Il y a des Sénégalais qui ont réussi en deuxième division. Mais là, actuellement, je pense qu'il ne doit pas se mettre autant de pression. Il doit travailler, confirmer et ensuite venir en équipe nationale. Puisque ce n'est pas la même chose. Il y a des joueurs actuellement qui sont critiqués en équipe nationale et qui marquent en club. C'est le cas du capitaine. Alors Malal, quel est ton point de vue là-dessus? Moi, j'ai un point de vue différent, j'ai une autre lecture. Moi, je vois en la déclaration de Diafra une envie débordante de venir porter le maillot national, de venir prouver à tout le pays, à la face du monde, que je suis un joueur sénégalais attaquant qui joue et qui marque des buts pour mon pays. Et je n'ai pas l'occasion de le faire et j'ai des fourmis dans les jambes, j'en ai envie. Donnez-moi l'occasion de m'exprimer. Je vois, moi, dans cette déclaration, cela, et que Giresse devrait entendre cela, l'appeler et le responsabiliser dans un match important où on a besoin de canonniers, de firemen, comme on l'appelle en Angleterre, des gens qui vont venir, qui vont tout brûler sur leur passage. S'il dit cela, on le convoque. À la place de Papi Demba Cissé, on met Papi Cissé sur le banc et on titularise. Mais on lui met la responsabilité sur les épaules. Et s'il est bon, si mentalement il est puissant, il fera plaisir au Sénégal. Moi, c'est ce que j'ai lu. Donc c'est peut-être une déclaration de va-t-en-guerre, quelqu'un qui n'a peur de rien. Est-ce que c'est pas aussi ça? Ouais, je pense que c'est une déclaration maladroite pour un joueur professionnel. Il faut savoir communiquer quand même parce que Diafra, il n'est pas Papa Lamine Ndour, il n'est pas Cheikh Tidiane Diao, c'est un joueur professionnel qui représente un club professionnel. Donc il y a certaines déclarations qu'il faut éviter, surtout si vous êtes à la porte d'une sélection pour venir. Donc ça peut être un obstacle pour sa venue en équipe nationale. Finalement, ça peut être un obstacle en équipe nationale parce que Giresse a des arguments à faire valoir. S'il dit que devant les gens qui sont là ont beaucoup plus d'expérience que Diafra. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Personne ne pourra gommer cela. Il a des arguments à faire valoir sur la table. Je pense que cette déclaration-là a été maladroite pour le joueur, même si Malal l'a dit, il a débordé d'envie et tout ça. Donc il faut on laisse les spectateurs apprécier donc voilà la pertinence et la maladresse ou pas donc de ces déclarations de Diafra Sakho. Alors on va parler, on espère y être, Inch'Allah, malgré donc la déroute, enfin peut-être pas la déroute, l'accident. Voilà, l'accident de parcours du Sénégal à Monastir. On espère quand même aller à la CAN 2015, on y croit à fond. Même si on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce que ça va se passer parce que là, du coup, c'est compliqué. Le Maroc, voilà, vous lâchez l'affaire. Ouais, Ebola, toujours Ebola, qui s'invite donc à la fête du football africain. Le Maroc, qui depuis une dizaine de jours hésite à accueillir cette compétition. Le royaume chérifien a déjà demandé le report de la compétition et menace maintenant de ne plus accueillir cela. Donc, quelles sont les solutions qui se présentent à la CAF? La CAF va-t-elle donner cette compétition à l'Afrique du Sud qui a refusé de l'accueillir? Le Ghana est-il candidat? Beaucoup de questions qu'on se pose autour de l'organisation de cette Coupe d'Afrique qui est prévue dans moins de 3 mois. Cher Sadibou Diarra a fait un travail là-dessus. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 dans la tourmente. Vendredi 10 octobre dernier, le préposé à accueillir la compétition, le Maroc, annonce qu'il va adresser une lettre de renoncement à la Confédération africaine de football. Motif, la propagation de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Nigeria, au Libéria et en Guinée-Conakry. Mais il s'oppose à une fin de non-recevoir de la part de la CAF. Cette dernière se montre d'ailleurs ferme et intransigeante envers le Maroc. Ni renvoi, ni délocalisation à quelques mois de la compétition. Le football marocain est même menacé d'une suspension de 2 ans en cas de refus. Pour parer à toute éventualité, Issa Hayatou sonde l'Afrique du Sud et le Ghana pour un remplacement à pied levé. Les autorités marocaines se réservent une décision, la santé publique dans le royaume chérifien en toile de fond. Cela laisse place à de multiples rumeurs dans la presse et sur le net. L'Égypte et le Soudan sont aussi sondés au moment où l'Afrique du Sud déclare ne pas être intéressée pour l'organisation de la CAN 2015. Le Maroc sort de sa réserve ce week-end. Il demande un report de la compétition initialement prévue en janvier 2015
au mois de juin ou même de la programmer en janvier 2016, précisant qu'il n'a pas encore renoncé à l'organisation. La réponse de la CAF qui se réunit le 2 et 3 novembre prochain est attendue. Quoi qu'il en soit, les éliminatoires à la dite CAN sont presque arrivés à leur terme. Les 2 dernières journées sont prévues dans la première quinzaine du mois de novembre prochain. Voilà donc une situation bien inquiétante. Le Maroc ne sait pas sur quel pied danser et nous non plus d'ailleurs. C'est un peu difficile. On parle du Ghana, mais une compétition telle que la CAN, elle s'organise quand même. Il faut un minimum de temps, même si l'Afrique du Sud est rompue à la tâche. Là, c'est quand même un peu difficile pour la CAF et on les comprend quand même. Oui, je pense que c'est le revers de la médaille avec l'épidémie Ebola. Si le Maroc a à un certain moment hésité, parce que jusqu'à présent ils n'ont pas lâché cette organisation carrément, ils hésitent tout en gardant un œil sur l'évolution de la pandémie. Donc je pense que c'est de bonne guerre parce que la CAN regroupe des milliers et des milliers de personnes et pour ça c'est un nid qui favorise un tout petit peu la propagation de l'épidémie. Mais je pense que le Maroc ne doit pas lâcher cette organisation. Puisque le Maroc a les moyens sur le plan sanitaire pour faire face à cela. Même, je pense que quand même, il n'y a pas encore péril en la demeure. Absolument. Parce que là, parmi les pays touchés qui sont en liste dans ces éliminatoires, je pense qu'ils sont 2 ou 3. La Sierra Leone, qui est loin d'être qualifiée. La Guinée-Conakry, actuellement, qui est dernière de sa poule. Il n'y a que la RD Congo, peut-être, qui peut se qualifier. J'ai l'impression que vous souhaitez presque que ces équipes ne se qualifient pas. Non, mais le problème, c'est que quand même, pourquoi autant de peur? Mais c'est vrai que il y a un argument qui a été développé qui, moi, me semble intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez compte que lors de ces compétitions, les Africains ne partent pas en fait en masse, parce que tout simplement c'est une question de pouvoir économique. Combien de Sénégalais vont quitter le Sénégal pour aller supporter au Maroc? Ils ne seront même pas 500 ou 600 parce que économiquement les Africains n'ont pas les moyens tout simplement d'organiser un voyage sur un mois. Donc quelque part c'est vrai qu'on peut juguler très rapidement les vagues qui arrivent et faire les contrôles nécessaires. Dans les matchs de Coupe d'Afrique, il n'y a que le pays organisateur, je ne sais pas qui fait recette dans les tribunes. Les autres pratiquement ils jouent dans des stades déserts. Mais quand même, je pense que les Marocains, franchement, affaire à suivre. Alors, on va revenir chez nous pour parler aussi des événements qui se profilent, notamment du côté de l'AS Pikine. L'AS Pikine, vous le savez, équipe championne en titre, qui est de plein pied dans la préparation de ces échéances africaines. Oui, mais enfin, tous les dirigeants du club ont reçu un soutien de taille en la personne de Youssou N'Dour qui, samedi dernier, a fait une prestation au stade Alassane Djigo. Meilleure promotion pour l'AS Pikine, il ne pouvait y en avoir. L'équipe championne en titre du Sénégal lance la course à la recherche de fonds, mais compte aussi renforcer le groupe avec de nouveaux talents. C'est un reportage signé Chertidiane Dion et Modou Diop. AS Pikine veut faire bonne figure. L'équipe championne du Sénégal souhaite conserver ses titres et intégrer l'Afrique des grands. C'est pour cela que le club de la banlieue dakaroise fait son marché. Objectif au moins dépasser les phases préliminaires de la campagne africaine. Des arrivées, notamment il y a 3 joueurs qui nous viennent de la sous-région. Un Nigérian, un Camerounais et un Béninois. C'est pour nous renforcer en vue de la Coupe d'Afrique. Il y a eu aussi au niveau du championnat local des joueurs que nous avions ciblés et qui ont finalement décidé de venir jouer à AS Pikine. C'est le cas du retour de Serigne Modou Ndiaye de l'USO. C'est le cas aussi des joueurs comme Mohamedou Dramé qu'on avait l'année dernière mais qui était en Algérie, qui est revenu aussi au niveau de notre équipe. On a aussi Abdelkarim Sané de l'USO qu'on a recruté. Recevoir à domicile dans son stade mythique Alassane Djigo est important pour AS Pikine, mais l'ère de jeu constitue un handicap majeur. Le problème de l'ESAT, avant de quitter, notre souhait c'est de jouer ici, chez nous, avec la chaleur qui est là, avec notre public qui est là, avec tous les Sénégalais aussi qui est là. La fois passée, j'ai entendu le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, mu wax ni vraiment pour moom jàppatul ni Pikine war na mën a recevoir à Pikine
Nous avons voir ça côté Guédiawaye, Amadou Bari ou comment dirais-je, Demba Diop. AS Pikine va découvrir l'Afrique pour la première fois de l'histoire du club et les dirigeants pikinois tablent sur un budget de 600 millions. C'est pour cela le mécénat et la recherche de ressources additionnelles sont mises en branle. Nous représentons le Sénégal au niveau de l'Afrique et par rapport à cela aussi la ville, Inch'Allah Rabbi, prendra toutes les dispositions pour apporter encore un appui assez conséquent et accompagner l'AS Pikine dans cette compétition internationale qui certainement va nous valoir encore beaucoup de succès et beaucoup de satisfaction. À ce niveau-là, on ne doute pas qu'on fera ce qu'il est possible de faire pour accompagner l'AS Pikine comme on l'a toujours fait. Les recettes seront reversées à l'AS Pikine pour contribuer vraiment aux nombreux engagements financiers auxquels ils doivent faire face. Ils ont des compétitions internationales, comme vous le savez, qui demandent assez de moyens, surtout financiers, et nous allons tant soit peu en tout cas contribuer à leur apporter quelque chose. Après avoir fait un parcours exceptionnel lors de la saison 2013-2014, l'excitation commence à augmenter chez les dirigeants pikinois, d'autant plus que l'équipe fait sa préparation hivernale en Gambie et au Mali. Voilà, meilleur coup de pub pour l'AS Pikine, donc une star internationale qui fait un concert pour vous. Alors, on va parler du Stade de Mbour. L'histoire d'amour continue entre le Stade de Mbour et Salihou Samb. Ce dernier vient d'être réélu à la tête du club pour 4 ans. Salihou Samb annonce un budget de 80 millions de francs CFA pour l'exercice à venir. Il nous explique également son refus d'intégrer Mbour Petite Côte. Il est interrogé par Cheikh Sadibou Diarra. Salihou Samb rempile à la tête du Stade de Mbour. Le président a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Il table sur un budget de 80 millions de francs CFA et affiche des ambitions. Mais les ambitions restent les mêmes, essayer de jouer les grands rôles. S'il y a un titre qui peut sortir par là, on n'hésitera pas à l'agrafer à notre, à notre palmarès et continuer notre route. Mais sachez que dans l'ensemble, l'ambition primaire et première du Stade de Mbour, c'est d'être le plus grand club d'Afrique. On entend les gens faire 200 millions de... Je ne vois pas forcément où est-ce qu'ils ont mis cet argent-là, quoi. Nous, le Stade de Mbour, on est dans les entre 70 millions et 80 millions de budget parce qu'on gère bien les sous proprement. Le Stade de Mbour a refusé d'intégrer Mbour Petite Côte créé à l'intersaison. Une décision que Salihou Samb met sur le compte de la préservation de l'identité d'un club cinquantenaire. Le Stade de Mbour n'a jamais eu une vocation communale. Ce n'est pas une équipe de la commune de Mbour, c'est l'équipe du département de Mbour. Donc je ne vois pas en quoi le besoin de créer une autre entité. Nous restons ouverts à toutes les initiatives pour le rapprochement des acteurs sportifs de Mbour, mais fermement attachés à la préservation de l'héritage d'un club plus que cinquantenaire et dont la mémoire historique est un bien collectif qui nous appartient de sauvegarder pour avancer sereinement. 7e au classement de la Ligue 1 sénégalaise de la saison 2013-2014, le Stade de Mbour espère faire mieux à la prochaine. Le maintien du président Salihou Samb était un préalable à la réalisation de cette ambition. Nous démarrons le Tour d'Europe en France où l'Olympique de Marseille se montre intraitable et inarrêtable de journée en journée. Les Phocéens ont battu Toulouse sur le score de 2-0 pour décrocher leur 8e victoire d'affilée, record du club égalé. Les Marseillais possèdent 7 points sur le dauphin, le Paris Saint-Germain, des Parisiens qui ont battu Lens sur le score de 3-1. En Angleterre, où Manelu a ouvert son compteur but en Première Ligue, l'attaquant des Lions a participé au festival de Southampton qui a étrié Sunderland. Mané a marqué le 8e et dernier but des Saints. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone lancent les hostilités avant le Classico du week-end prochain. Les merengues sont allés s'imposer sans difficulté sur la pelouse de Levante, score final 5-0. Les Blaugrana se sont débarrassés du promu Eibar, s'imposant sur le score de 3-0. En Italie, le leader turinois lâche des points. Les Bianconeri n'ont pu faire mieux que match nul sur la pelouse de Sassuolo, ce qui permet à la Roma de s'approcher. Les Giallorossi ont dominé le Chievo Vérone 5-0. Le Milan AC de son côté confirme son renouveau. Les Rossoneri s'illustrent devant le Hellas Vérone avec une victoire sur le score de 3-1. En Allemagne, le Bayern de Munich continue son cavalier seul avec une nouvelle démonstration face au Werder de Brême avec un succès sur le score de 6-0. Dortmund poursuit sa descente aux enfers avec une nouvelle défaite, cette fois-ci face à Cologne sur la marque de 2-1.
Voilà le tour des championnats européens, vous l'aurez compris, avec Abdou Aziz Khan et qui va mettre fin à ce magazine de ce lundi. Merci beaucoup Malal. Merci à toi Mamfatou. Merci cher. Merci Mamfatou. Merci Pablamine d'avoir répondu à notre invitation. Excellente soirée à tous. Dans quelques instants, retrouvez Doyen Lai pour Nyawon Demb et puis une demi-heure plus tard, Keps qui revient dans Diaspora. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Excellente soirée à tous et à lundi prochain. Au revoir.